de la discrimination positive et de l'égalité des chances, le même constat s'impose presque dans tous les pays, mais à des degrés divers. Bien que les femmes aient un meilleur parcours scolaire, elles sont moins nombreuses à pouvoir poursuivre des études en doctorat, encore moins nombreuses à faire une carrière universitaire. Alors, comment faire participer les femmes dans la recherche, ou encore quel est le rôle de cette recherche dans le développement de l'entrepreneuriat féminin? Ce sont les grandes lignes que nous allons développer au cours de cette émission avec comme invité professeur Yanju. Elle est chercheure dans le domaine de la technologie alimentaire et nutrition. Elle est également coordonnatrice des réseaux des acteurs congolais de l'innovation. Madame, Messieurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Femmes. Bienvenue également à vous, professeur Marie-Claire Yanju. Merci. Alors, on va commencer cette émission avec cette petite anecdote sur l'histoire de la femme et le mortier. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui lie la femme à l'invention du mortier? Le mortier, évidemment, c'est cet outil que nous utilisons souvent dans nos familles pour piler le pondou, pour piler beaucoup d'autres choses que nous mangeons au quotidien. Oui, effectivement, la femme a une ingéniosité par rapport à son travail. Si vous regardez, le développement industriel part toujours des besoins de la femme, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire. Lorsque vous regardez dans toutes les ethnies, que ce soit dans notre pays ou ailleurs, vous allez trouver que le mortier est caractéristique. Ici, chez nous, vous allez trouver au Congo central, les femmes utilisent deux pierres. Il y a une pierre qui est creusée et une autre qui est une boule. Et quand elle va en mariage, c'est ce qu'on lui remet comme cadeau pour aller continuer à moudre. Elle écrase tout. Elle écrase la tomate, les graines de courge et tout ce qu'elle a à moudre, c'est avec les deux pierres. Les dimensions peuvent varier en fonction des besoins, mais c'est le même phénomène. Lorsque vous êtes à l'équateur, vous allez trouver qu'ils ont des bâtons. Il y a une planche sur laquelle ils tapotent. Quand ils veulent faire même le litouma, par exemple, et vous allez voir qu'elle ne fait que tapoter jusqu'à en faire une pâte. Alors, quand vous êtes dans la province orientale, vous allez voir que le même litouma, pour le faire, il faut un mortier avec un pilon. C'est les plus utilisés finalement. Qui est souvent décoré à leur manière. C'est même, ça indique... Et vous trouvez là-bas que l'artiste trouve comment décorer ça pour rendre intéressant. Et le forgeron, que ce soit le menuisier, tout le monde va contribuer à améliorer ça. Et c'est ça qui fait le développement industriel. Le développement industriel, tout à fait. Et quand vous regardez, l'homme blanc, lui, il est parti à mécaniser ça. C'est de là que naît le moulin. On parle de moulin à marteau. Le moulin à marteau et les deux pierres de la femme au Congo. Ils ont le même principe de base. Mais seulement, l'autre, il a mis un moteur qui remplace la femme. Et c'est là que nous disons qu'on a modernisé le pilon. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous parlons de la femme et la recherche. Vous êtes quand même un modèle dans ce secteur, professeur, chercheur. Il y a moins des femmes qui s'intéressent à la recherche en République démocratique du Congo. Est-ce qu'elles existent d'abord? Les femmes dans la recherche, il y en a. Mais comme vous le savez, dans notre culture, la jeune fille, c'est depuis l'enfance qu'on lui dit le mariage, c'est la priorité. Lorsque vous avez, même au niveau des universités, là où nous sommes, vous allez voir deux personnes, une fille et un garçon. Pour les garçons, le diplôme, c'est l'objectif à atteindre. Mais après le diplôme, il va se marier. Mais pour la fille, le mariage, c'est un objectif et le diplôme, c'est un autre. Alors, c'est ce qui fait que quand vous avez les enfants à la maison, c'est là qu'il faut cultiver en eux l'esprit de la recherche. Parce qu'on a constaté que la femme, d'une manière générale, c'est la première chercheure. Et d'ailleurs, depuis 1998, lors du sommet de la science, on avait constaté qu'il y a un problème de développement, un frein au développement dans le monde entier, surtout les pays sous-développés, tout simplement parce que les femmes ne s'impliquent pas ou ne sont pas intégrées dans le principe de la recherche.
Et Le mariage est un frein, vous l'avez cité. oui, le Quel mariage, autre frein? mais aussi la culture. Alors, il y a des choses, même Mais des le mariage fait religions, partie de cette culture-là même des qui... religions qui disent que ça, c'est pour les hommes. J'ai vu une mère et une fille très intelligente. La fille dit qu'elle veut faire la polytechnique. Sa mère dit non, elle ne peut pas faire la politique, c'est une science des hommes. Mais Et comment c'est dans vous-même... sa religion. Alors, ce qui fait que tous ces pesanteurs, et puis en plus, la science a ses exigences. Mais lorsque nous sommes en train d'élever les enfants à la maison, on a tendance à utiliser la fille comme un substitut de la mère. C'est que la fille est toujours plus chargée que le garçon. L'après-midi du garçon, c'est entre son lit, ses cours et la télé. Mais la fille, quand elle sort de l'école, tu passes par le marché, prendre l'argent chez maman, ou prendre la nourriture chez maman, venir préparer. Et quand la maman va venir, le soir, c'est la fille qui va laver les enfants. Une sorte de qui va laver. formation, non? Au-delà de la D'initiation. formation, ça devient une corvée. Et ce qui fait que la fille, quand elle va prendre ses notes de cours, plutôt elle va somnoler et puis elle va dormir. Alors que le garçon a eu son repos, il a dormi et puis il s'est réveillé et il a commencé à lire. Et quand il veut se reposer, il va regarder la télé, regarde ses émissions et puis il va aller au lit, Alors, bien détendu. par rapport à votre propre expérience, on dit toujours que ces femmes qui étudient beaucoup sont déséquilibrées dans les mariages, elles sont tout autres, elles sont différentes, très sévères, elles n'ont pas le temps pour leur famille. De votre propre expérience, est-ce que c'est le contraire? Et puis, comment vous vous retrouvez dans la recherche? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de cette recherche? Qu'est-ce qui vous a motivé par rapport à l'environnement aussi? Oui, effectivement, moi, on peut se demander comment j'ai été motivée parce que je n'ai pas eu vraiment beaucoup de modèles de femmes qui ont étudié. Je me souviens quand j'ai grandissé, mais j'avais une seule ambition, c'est de devenir monitrice. Parce qu'à l'époque, c'est la monitrice qui était, pour les femmes, un peu plus gradée que les autres. Alors, j'ai fait tout pour faire moi, j'ai fait les humanités pédagogiques, contrairement à mes études universitaires. J'ai fait les humanités pédagogiques parce que je voulais devenir monitrice. Mais seulement, j'ai remarqué, et même mes enseignants que j'ai eus au secondaire m'ont déconseillé de continuer en pédagogie. Ils m'ont dit qu'avec tout ce que tu as comme capacité, il faut faire les sciences. Si Parce qu'à l'époque, qu'est-ce que vous développez déjà comme atout? J'avais la capacité de créer, de faire des associations, d'organiser, de penser à transformer des choses, créer même des recettes. Tout le monde me connaît dans mon enfance que j'aimais beaucoup manger et que j'aimais beaucoup innover dans ces domaines-là. Et quand je suis arrivée à l'école secondaire, je me souviens encore aux examens d'État, parmi les enseignants qui m'ont interrogé en biologie, et dans les cours de mathématiques, je crois, il y a un professeur qui m'a dit, quand tu vas aller à l'université, tu vas faire quoi? Moi, j'ai dit, je n'avais même pas l'idée d'aller à l'université. C'est pourquoi j'avais fait les humanités pédagogiques. Il dit, non, il faut aller à l'université. Si tu restes, tu travailles, comme tu as fait la section pédagogique, à cette époque-là, la bourse des étudiants en sciences était l'équivalent du salaire de l'enseignant au secondaire. Donc, ça ne servait à rien de rester travailler, il faut aller étudier. Et puis, il m'a dit que tu es tellement intelligente que si tu y travailles, tu gaspilles vraiment une intelligence qu'on aurait donnée à un homme. Alors, le fait qu'il a dit que mon intelligence, on aurait donné à un homme... C'est une forme de discrimination aussi, non, maman? Exactement. Alors, pour moi, je me suis dit, je lance un défi. Je vais étudier comme les hommes. Et je veux voir si je ne dépasse pas les hommes. Est-ce que vous avez été victime pendant votre parcours de cette discrimination-là par le fait déjà, dès le départ? Oui, depuis même au niveau de la famille. Moi, j'ai étudié d'abord dans une école du quartier, alors que papa avait les moyens de m'envoyer dans les meilleures écoles, tout simplement parce que j'étais une fille. Et parce que c'est avec sa famille où tout le monde disait que oh, les filles, ça ne sert à rien. Elle va se faire engrosser, surtout si elle part loin. Il faut qu'elle étudie ici tout près, comme ça on peut la contrôler. Donc, je retiens aussi que les parents ont une grande part des responsabilités. Oui, les parents, moi je dis ça. J'ai dit les mamans, ils font de la fille
un substitut. Donc tout ce que la femme pouvait faire seule ou bien se faire accompagner par moment, mais on laisse toute la charge. Maintenant, avec les églises, la situation s'aggrave parce que d'abord, la maman est tout le temps, si pas au travail, au marché, c'est à la prière. Et pendant ce temps-là, c'est la fille ou les filles qui doivent faire tout ce que la maman aurait fait, ce qui fait qu'ils sont fatigués. Deuxièmement, la maman, quand on regarde, on a des garçons et des filles, on trouve que la fille, ça ne sert à rien, elle va se faire engrosser, elle va se faire marier. Et même, il y a des gens je me souviens une maman qui disait, disait à ma mère, mais tu perds le temps avec ta fille ici, un jour elle va regretter, il y a des jeunes hommes qui veulent bien la prendre maintenant, mais toi tu refuses, pourquoi? Mais cette même maman, quand nous l'avons rencontrée, moi, professeur d'université avec ma mère... Elle a été fière, surprise. Oh, mais elle était très gênée avec sa fille. Elles avaient toutes deux paniers de riz sur le dos. Et moi, je suis allée donner cours dans le même village, vous comprenez. Mais il y avait toutes ces discriminations. Moi, je lance un défi. J'ai dit à ma mère, je reviendrai ici chez toi quand j'aurai un diplôme, le plus grand diplôme d'université. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, au niveau de l'université, là où nous sommes, c'est vrai, il y a aussi beaucoup... Les filles ont peur d'elles-mêmes d'abord. Vous allez voir que la fille, même la fille la plus intelligente, elle regarde sur la feuille du garçon. C'est quoi? C'est un complexe d'infériorité? Un complexe d'infériorité. Elle a toujours l'impression que les garçons connaissent plus qu'elle. Mais comment changer justement? Justement, il faut parler aux filles de se faire confiance. Et moi, c'est ce que je fais. Quand une fille a très bien travaillé, ou bien une fille que je vois très intelligente, moi je lui dis, mais tu vas aller copier des bêtises parce que tu penses que les garçons connaissent toujours plus. On voit ça même au travail. Quand vous êtes au travail, vous allez voir que les filles ou les femmes ont tendance à demander toujours de l'aide auprès des hommes. Ou même de laisser même sa charge. Et il dit, je dois aller, j'achète quelque chose au marché ici, si tu peux me faire ça. Et parfois, il va le faire mal. Ce n'est pas de mauvaise foi, mais peut-être toi, tu connais plus que les autres. La femme doit avoir confiance en elle d'abord. Il faut avoir la confiance en soi. Et maintenant, lorsqu'on commence à travailler, et disons, quand on est dans les études, il faut bien identifier ses performances. Ça, c'est aussi un fait. Lorsqu'on a vu au sommet de la science que ce sont les femmes qui ne s'impliquent pas. Sinon, c'est ce qui fait que les pays ne se développent pas. Elles sont désintéressées? Pas désintéressées, mais ils ignorent leurs capacités. Parce que regardez, nous partons de la pédiatrie jusqu'à la pharmacopée, jusqu'à tous les autres secteurs. Le médecin se sent à l'aise, un pédiatre est à l'aise quand c'est la maman qui accompagne l'enfant. Tout à fait. Parce que la maman observe. Elle fait aussi l'examen comme le médecin. Elle est dans les petits détails. Mais dans sa façon à elle. Lorsque vous êtes dans les villages, vous allez trouver que lorsqu'une maman est enceinte, une jeune femme qui se marie, ce sont les autres femmes qui viennent lui dire il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas faire ça. Et quand elle est là, elle observe et elle raconte tout ça. Même si vous lui amenez une autre information, elle doit aller demander à sa grand-mère ou à sa mère ou à une maman du quartier. Et effectivement, imaginez que toutes les plantes médicinales là, ces plantes médicinales qui parfois ont un impact tel que les femmes les considèrent. Si nous, les femmes chercheurs en pharmacie, donc les pharmaciennes aujourd'hui, pouvaient rentrer dans ces plantes-là pour chercher le principe actif, je crois qu'on aurait déjà avancé dans ce domaine-là. Moi, je me souviens de chez nous, et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur ça aussi. Il y a une plante qui stimulait l'appétit. C'est une plante qu'on donnait, on prépare dans la nourriture quand on veut sévrer un enfant, surtout brutalement. Et quand l'enfant mange cette plante, cet enfant-là pleure même à manger s'il n'en a pas trouvé. Alors que le sévrage coupe l'appétit à l'enfant parce qu'il est mélancolique, il est triste, parce qu'on vient de l'enlever du sein. Mais en donnant cette plante-là, et aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai réussi
à obtenir cette plante pendant que ma mère est encore en En vie. vie, oui. Et je travaille avec un pharmacien et c'est moi qui lui ai amené. Mais si vous voyez dans les documents, la prise en charge des enfants mal nourris, la première étape, c'est stimuler l'appétit. Alors imaginez le rôle que ma mère là a joué dans toute la société. J'ai vu un médecin pédiatre qui m'a dit, cette plante-là est vraie. Il est professeur à Lubumbashi. Il dit que j'ai essayé ça dans le centre avec les enfants mal nourris. Ça a marché. Et il dit qu'il fallait voir comment les parents étaient désemparés parce que les enfants pleuraient à manger. Donc, vous estimez aujourd'hui que si on implique un peu plus des femmes dans la recherche, on aura des résultats assez palpables dans tous les domaines? Oui, dans tous les domaines. Parce que la femme est au centre de... Je ne me réserve de rien dans tous les domaines, même politiques. Si les femmes pouvaient s'impliquer à suffisance, hein, que les femmes regardent chacun dans ses compétences et elles s'aimaient, et surtout les femmes chercheurs. Hein. On a constaté par exemple que les femmes, elles ont beaucoup de connaissances. Il y a une femme qui m'avait dit, si nous faisions comme nos mères, comme nos arrière-grand-mères, quand quelqu'un connaît une plante ou connaît une technique, il la partage dans la société. Mais vous allez voir, elle m'a dit qu'elle est pédiatre. C'est une Ougandaise. La première femme présidente, elle était vice-présidente de l'Ouganda. Elle est pédiatre. Elle nous a dit que moi, je suis restée dans un quartier et parfois il y a un enfant malade à côté, je ne le sais pas. Parce que nous nous isolons beaucoup. Les femmes de science s'isolent. Elles s'isolent avec leur science. C'est alors grave parce que si déjà vous-même à votre niveau vous vous isolez, comment attirer les jeunes à pouvoir avoir le goût de la science? Justement, c'est ce qui est à la base. C'est pourquoi on pense que nous sommes compliqués. C'est ce que les gens pensent qu'elles sont compliquées. Mais est-ce que ce n'est pas faux, professeur? Ça dépend. La rigueur mélangée Mais la rigueur n'est pas la complication. Ce n'est pas la complication du tout. C'est ça qu'il faut savoir. Et une femme, normalement, elle a ses devoirs, ses obligations et sa nature de femme. Et nous ne sommes pas différentes de toutes les autres femmes. Vos obligations professionnelles ne vous ont pas dérangé du côté familial? Non, pas du tout. Parce que ces questions, nous avons l'avantage d'être scientifiques, c'est-à-dire d'être plus ordonnés. Scientifique, quand c'est plus scientifique à la maison, ça devient compliqué. Non, c'est-à-dire que la science, elle nous aide même à la maison. Parce qu'à la maison, maintenant, moi, je peux savoir qu'il faut préparer tel aliment pendant autant de minutes et pas plus, il faut faire ceci. Tout est calculé. Tout est calculé, évidemment. Je connais un homme qui disait que oh, j'en ai marre de cette petite note, il faut toujours une liste avec les prix. Tout à fait. Quand ça devient trop ordonné, par moments, ça dérange aussi certains hommes. Le ménage, moi, je dis toujours aux gens que moi, je suis docteur en sciences et non docteur en sciences ménagères. Hein? C'est-à-dire, il y a les relations hommes-femmes et surtout dans un ménage n'ont rien à voir avec les relations, mes relations avec ma science. Et évidemment, l'essentiel, c'est de ne pas déranger. Il ne faut pas que ma science ou ma profession dérange la vie des autres, notamment la vie de mes enfants, de mon mari, de tout ça. Il faut que chaque chose ait son temps et sa place. Mais il y a aussi certaines statistiques qui ont démontré que les femmes carriéristes n'avancent pas trop sur le plan mariage, familial. Oui. Ça fait peur. Ça fait peur, mais je crois qu'il y a un problème. Je crois que, vous voyez, nous avons affaire à l'émancipation. Lorsque nous parlons de l'émancipation de la femme, nous avons l'impression que c'est la femme qui est émancipée. Mais l'homme aussi doit s'émanciper. Un homme émancipé accepte l'émancipation de la femme. Et une femme réellement émancipée, n'est pas une femme, comment on peut dire, elle n'a pas changé sa statut de femme. Et son statut de femme, elle n'a pas changé sa nature de femme. Si la femme confond son rôle, ses fonctions et son grade, hein, c'est cette femme-là qui n'est pas émancipée. C'est-à-dire que lorsqu'on est gouverneur, par exemple, une femme gouverneur,
Il est gouverneur à son bureau, mais il n'est pas gouverneur dans sa maison. D'ailleurs, le gouverneur homme fait autant. C'est pourquoi même quand on demande l'audience pour le voir, sa femme ne demande pas l'audience. Tout à fait. Son enfant ne demande pas l'audience. C'est Mais sa comment famille. voulez-vous que la femme gouverneur, que son mari s'adresse au protocole pour qu'il puisse le voir? Ça, c'est une exagération. Ah, exactement, vous l'avez bien dit. Donc, de la même manière, dans la recherche, nous avons un temps pour chercher, pour la recherche, mais un temps aussi pour faire ses devoirs conjugaux. Est-ce que, par exemple, avec les écoles, y a-t-il pas moyen de pouvoir sensibiliser les jeunes filles pour envisager une féminisation de la science dans les jours à venir, à leur donner ce goût-là, à pouvoir faire carrière dans les universités? Oui, c'est possible. D'ailleurs, nous l'avons déjà fait avec le cercle Sophie Sophie Kanza. Kanza et aussi à l'époque, lors de la sensibilisation de la jeune fille sur l'éducation. Nous l'avons fait dans les établissements. Effectivement, c'est nécessaire. Je me rappelle qu'il y avait une fille qui disait que j'ai demandé est-ce qu'il y a une fille qui pense que l'homme est toujours supérieur à la femme. Et il y a une fille qui dit oui. Elle a dit que oui, l'homme est toujours supérieur. Et quand j'ai posé la Ça, ce question... sont des stéréotypes déjà qui Oui, vont... quand j'ai posé la question, est-ce que dans votre classe, il n'y a jamais eu une fille première de la classe? Dans leur classe, les 5 premiers, c'était des filles. Et les garçons étaient les 4. Ça a été démontré, je l'ai sixième. même dit au début de l'émission. Oui, donc, Les vous filles sont comprenez? meilleures Oui. à Mais l'école. le problème avec les filles, même quand elle est meilleure, comme vous l'avez dit, c'est qu'elles pensent. Il y en a qui pensent qu'étudier pendant longtemps aussi, on risque de ne pas trouver un mari. Moi, je me souviens, je suis allée donner cours à l'université de Kindu et les filles, presque plus de la moitié des filles m'ont demandé si, tout en étudiant et en devenant licencié, docteur, est-ce qu'on va toujours trouver un mari? Moi aussi, je vous repose la question. Mais Parce moi, que je pense les que hommes pensent que quand une femme a beaucoup étudié, elle devient elle est difficile à complexée, dominer. difficile à gérer. Au contraire. Certains hommes, Oui, pas tous, c'est parce ça que que maintenant j'ai la dit. donne change aussi. Hein, les hommes ont besoin. L'émancipation voudrait que tous nous soyons émancipés. Parce que la différence entre l'homme et la femme, c'est une différence biologique qui n'établit pas des échelles donc des grades pour dire que l'homme est plus intelligent, plus leader, plus que la femme. Le leadership dans la maison dépend de la nature de chacun au niveau du ménage. Et ça n'a rien à voir dans la différence homme-femme. La différence dont nous parlons ici, l'équité du genre, elle est beaucoup plus une différence de société. Parce que l'intelligence elle-même n'est pas liée au sexe. Moi, je suis biologiste. Quand nous prenons les caractères que nous exprimons, notre façon de vivre, notre constitution, c'est lié au caractère que nous appelons génétique, l'ADN. Aujourd'hui, vous faites tout en génétique. Tout à fait. Donc, grâce à la biologie, vous faites l'identification biométrique, vous faites les cartes de services biométriques. Aujourd'hui, ce sont les passeports biométriques. Et tout est biométrique parce qu'il y a l'ADN. Et quand on regarde les caractères de la personne, les caractères liés à l'intelligence, donc qui donnent les protéines nécessaires pour construire l'intelligence et même les cellules nerveuses, ces caractères n'est pas lié au sexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation entre sexe, les XY et l'intelligence. Vous voyez? Ça signifie que ce n'est pas parce qu'on est homme qu'on est plus intelligent que la femme. Mais c'est la société qui veut que l'homme soit le chef et que la femme soit comment on peut dire, inférieure à l'homme. Est-ce que ça dérange? Ça, c'est dans l'organisation sociale. Mais lorsqu'on est dans le travail, ce sont les compétences. Et ça ne peut pas, à mon avis, influencer
le ménage. Tout à fait. Parce que, mais seulement, souvent les hommes, il y en a qui sont complexés. Il y en a qui confondent les choses. Mais tout comme on trouve aussi d'autres qui sont complexés autrement, c'est-à-dire qui épousent les femmes à cause de leur nom. C'est la tendance maintenant. Hein. C'est Moi, aussi- quand je discute avec mes frères, mes Donc, amis, ils me et c'est disent ça qui fait je ne que... veux pas tomber sur une femme qui n'a pas étudié, qui Oui. qui est issue d'une famille qui n'a pas de Non, nom. moi je connais chez nous, et il y avait des gens à l'époque, là, je préfère ne pas dire la catégorie, ils disaient, en tout cas, moi, j'ai 2 gradués à la maison. Ils ne voient pas les femmes, ils voient leur diplôme. Tout à fait. Moi, cette fois-ci, je vais épouser une licenciée. Bon, tout comme quelqu'un peut se dire, en tout cas, moi, je cherche un professeur. Mais c'est positif. Bon, ça dépend. Au moins, les filles qui viennent n'auront pas peur. C'est pourquoi je dis aux filles toujours qu'il faut étudier. Il faut étudier si le temps vous permet, la tête vous permet. Il faut étudier autant que vous pouvez le faire parce que même si le ménage capote, au moins vous avez Un votre diplôme tête et une science. qui va vous permettre de vivre et de survivre. Mais ce diplôme ne remplace jamais l'homme. Ah, ça, c'est très bien. Le diplôme ne Ça, c'est bien. remplace jamais l'homme. L'homme. Il faut savoir faire la part de choses. Mais il ne faut jamais arrêter d'étudier quand vous en avez la capacité parce qu'il y a un homme qui vous l'oblige. Et ça, c'est une question de choix. Il faudra aussi Parce tomber que sur il un faut homme voir. qui accepte de vous accompagner dans cette carrière. C'est pourquoi ça peut être aussi des conditions pour la jeune fille. La fille doit savoir dire qu'en tout cas, moi, je voudrais étudier pour avoir mes capacités, l'autonomisation dont on parle de la femme, l'autonomisation par de ses capacités à résoudre les problèmes de la société. Parce que si vous êtes, même les hommes, les jeunes gens actuellement, quand vous ne faites rien, ils commencent à vous trouver que vous êtes inutile. Tout à fait. Et aussi, il y a une femme qui pleurait quand son mari est mort. Elle a pleuré. Et puis, mes chers amis, je pleure, c'est vrai, j'ai perdu mon mari. Mais je pleure surtout parce que qu'est-ce que je deviens demain? Son soutien est parti. Je n'ai jamais été au marché. Je n'ai jamais été payé la facture de la facture. Tout m'a été donné par mon mari. Je connais que le verbe est merci. Vous comprenez? Ça signifie que cette femme-là, elle a les Elle doit tout reprendre. Et puis, il y a aussi, vous avez remarqué, est-ce que vous avez déjà vu l'association de veuves? Mais les associations de veuves il y en a. Oui. C'est le souci de se mettre en groupe pour survivre. Se soutenir. C'est pour se soutenir. C'est pourquoi les femmes, il faut étudier. Ça veut dire Même que l'homme pour s'en sort un peu soi-même. plus rapidement par rapport à la femme quand l'un n'est pas là. Parlons du rôle de... Vous avez parlé tout à l'heure de l'autonomisation de la femme. C'est quand même un concept assez vaste. On ne va pas s'y apaisantir aujourd'hui, peut-être prochainement, parce que vous avez de la matière là-dessus. Mais qu'est-ce que la science apporte de plus dans l'entrepreneuriat féminin? Est-ce qu'il y a un apport assez positif, assez palpable lorsque une femme entrepreneur, au-delà du fait qu'elle sait entreprendre, elle est chercheur, elle a de la connaissance dans ce domaine? Oui, la science apporte beaucoup parce que de toutes les façons, comme nous avons montré avec le mortier, nous sommes partis du mortier pour faire des moulins. Dans les domaines surtout de l'agribusiness ou de l'agroalimentaire et même dans tous les autres domaines. Lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat de la femme, ça devient ici en RDC comme un slogan. Mais au fait, c'est parti d'où? Nous avons vu qu'à un certain moment, nous sommes passés à une étape. Nous étions d'abord que ce sont les hommes qui cherchaient, qui faisaient le commerce, et puis les femmes, surtout le deuxième bureau, qui faisaient le commerce pour les messieurs qui ne devaient pas déclarer son statut de commerçant alors qu'il était membre peut-être du gouvernement ou quoi, et il donnait le commerce à la deuxième, troisième femme pour le faire. Et puis après, nous sommes tombés dans la société où on a eu des ONG. Mais les ONG qui étaient en réalité des entreprises en cagoule. Oui. Et tout ceci parce que dans notre éducation, dans notre formation, on n'a pas formé les gens, surtout les femmes, vers l'entrepreneuriat.
On connaît l'histoire des mamans à Lomé, donc les mamans qui partaient à Lomé, qui amenaient les wax. Oui. Mais dans la chaîne, dans la construction des chaînes de valeur à partir de nos produits locaux, ici au pays, on n'avait pas beaucoup d'expérience. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vu les ONG apparaître avec les mamans à savon, les jus, toutes ces femmes-là, les confitures. Les confitures, toutes ces femmes-là, elles ont besoin d'apprendre. Elles ont besoin de connaître ce qu'on appelle les normes. Or, la normalisation, ça provient des recherches scientifiques et surtout les produits qui n'étaient pas encore connus. Hein. J'ai eu une fois avec les mamans, elles m'ont invité. Alors, chacun voulait que je goûte ce qu'elles vendaient. J'ai pris au hasard un jus qui était écrit là-bas, jus de tangawizi. Mais quand j'ai bu, il n'y avait ni goût piquant, ni odeur de tangawizi. À quoi? Mais c'était sucré. Ça, c'est le mayalopo. Hein? Tout simplement parce qu'elle ne connaît pas. Quand tu veux faire le jus de tangawizi, l'élément principal du jus, c'est le tangawizi. Donc, l'extraction, la concentration, la quantité qu'il faut mettre, la quantité de tangawizi qu'il faut mettre dans l'eau pour en faire un jus, elle ne connaît pas. C'est là que la formation intervient. Vous avez un rôle à jouer, vous les chercheurs. Une fois ici à Kinshasa, quand j'étais encore étudiante d'ailleurs, j'ai eu à survivre avec les yaourts. Et à l'époque, il n'y avait que les yaourts importés et les mamans d'Ingari qui se promenaient avec les yaourts déposés parfois dans les supermarchés. Et quand elles déposaient leurs yaourts, parfois il était un peu liquide, parfois, et il y avait aussi les champignons. Moi, j'ai circulé pendant quelques temps. À ce moment-là, j'étais en première licence à l'université. Comme on avait déjà fait les TP, les préparations de transformation des produits laitiers, j'ai commencé à faire les yaourts et j'ai déposé dans les mêmes supermarchés en disant que je vous donne ça avec garantie d'1 mois. Tout ce qui va s'abîmer avant 1 mois, j'encaisse la perte et je n'ai jamais récupéré mes pots. Parce que j'ai travaillé dans les conditions aseptiques comme on me les a appris à l'université. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous voulons amener l'entrepreneuriat féminin, comme on le dit actuellement, au-delà de leur apprendre à gérer une entreprise, on doit leur apprendre les normes. À pratiquer les normes, à travailler dans les conditions qui donnent les produits tels qu'ils peuvent être compétitifs. Parce qu'aujourd'hui, la RDC a signé beaucoup d'accords, libre-échange et OADA. Tout cela, c'est bien, mais nous risquons de nous retrouver qu'il n'y a que la RDC qui importe, mais la RDC n'exporte rien. Malgré tous les atouts que nous avons. Malgré tout. Au Sénégal, par exemple, grâce à la recherche scientifique, les femmes qui étaient en train de faire des plates-bandes de l'oseille sont devenues aujourd'hui des grandes entreprises de culture, donc comme on les appelle ici les agripreneurs. Vous allez voir ici, on parle, la réunion des agripreneurs, qu'est-ce qu'ils cultivent? Mais l'agriculture, les secteurs ces femmes-là industriels... utilisent même 10 hectares d'oseille. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent comment sécher, comment conserver, jusque là où il va trouver les clients pour acheter. Je parlais avec les femmes sénégalaises et dis, aujourd'hui nous sommes dans l'emballage de blanc. Et pourquoi? Parce que dans la chaîne de valeur de l'oseille, ngaï, maintenant on est parti des feuilles séchées, le jus de l'oseille qu'on appelle les bissap, oui, que nous connaissons. Mais ici, chez nous, quand vous voyez, on fait les bissap, à la fin de la journée, les bouchons sautent. N'est-ce pas? Souvent, on est arrivé à ça. Vous allez voir, les bouchons commencent à sauter, le jus commence à mousser. Oui, pourquoi ça mousse? C'est parce qu'il y a fermentation. Oui. C'est-à-dire les microbes sont restés dedans. Mais avec la science, surtout dans les domaines, on sait amener les femmes à constituer des chaînes de valeurs qui deviennent véritablement... Est-ce que cette science est accessible à ces mamans qui font des petits commerces? Oui, le problème c'est quoi? Comme on est habitué à être subventionné, on est habitué toujours à être qu'on donne. Le papa mon Sibiso.
Quand vous dites à une maman qu'il faut venir faire une incubation, et pour cela, nous allons prendre en charge, nous deux, le produit, depuis la récolte jusqu'à et quand nous le mettons sur le marché, elle va dire, hey, bon, ouais, belé, boy. Mais elle ne voit pas ce qu'elle va gagner après. L'avenir. Lorsqu'elle va faire son produit, que le produit est maintenant à un nom, le produit. Donc, pour dire que la recherche scientifique, elle a toujours joué un rôle sur le développement. Et surtout chez les femmes, elles ont besoin de cette recherche. Ce n'est pas la recherche d'aller calculer l'algèbre là-bas, A plus B au carré égale A carré plus 2AB plus B carré. Non. Mais quand je dis A carré, ça correspond à quelle fonction dans la vie courante. Vous voyez? Ça, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Nous avons le manioc. Pourquoi j'ai fait la recherche dans le manioc? Moi, je peux dire à haute voix que c'est parce que je suis d'abord femme que je me suis intéressée à faire la recherche dans la transformation de manioc. Je voyais les femmes Bakongo en train de faire tout le temps, toute année, elles ont pompé kwanga. Et puis, je me suis toujours demandé comment le manioc frais devient mou. Et puis, ensuite, il y a une odeur. Maintenant, quand je suis allée à l'université, de toutes les sciences qu'on m'a apprises, j'ai choisi, j'ai dit non, je vais travailler sur les transformations alimentaires et je commence avec le manioc. Et je crois que je suis pionnière dans ce domaine en RDC. Si je peux dire, qui sait que le manioc est mis dans l'eau, il y a tel microbe qui vient et qu'on peut l'utiliser pour donner un bon foufou? Très peu de gens. Et on parle de cyanure, la toxicité du manioc. Il y a de l'argent qu'on jette à Kaemba. Et le problème est simple, c'est de trouver comment favoriser l'élimination des cyanures dans leur habitude alimentaire, dans leur technologie traditionnelle, identifier le point critique et le maîtriser. Et c'est fini. Nous, on estime que ça va nous prendre beaucoup de temps, toute cette procédure-là. Pas du tout. Au contraire, je suis arrivée à ramollir le manioc à 24 heures. C'est-à-dire même les commerçants se réjouissent. Tout à fait. Donc, au lieu de faire 5 jours, 3 jours, mais vous mettez le manioc aujourd'hui. Un jour, je suis allée dans une ferme qu'on m'a invité là-bas pour faire la transformation du manioc. Je leur ai demandé, amenez-moi d'abord un peu de manioc et je vais préparer mon ferment. J'ai préparé mon ferment au labo et il a amené le manioc à 16 heures la veille. Et quand je suis arrivée chez lui à 14 heures, j'ai dit, touche ton manioc. Il était déjà ramolli. Et maintenant, quand je lui ai dit, bon, maintenant, mets ça dans le manioc. Est-ce que vous mettez à la disposition des autres cette méthode? Ben, si les gens veulent. Hein. Mais, ouais. C'est la science, elle s'achète aussi. Hein. Oui, elle la n'est pas science gratuite. s'achète, mais il y a des choses pour moi, à un certain moment, au niveau des Congolais ici, ils sont tellement pauvres qu'il faut les aider. Tout à fait. Il y a beaucoup de maladies qu'on attrape à cause de nos mauvaises pratiques, nos mauvaises technologies. Alors, s'il y a moyen de donner cette information à ce moment-là, mais s'il y a un industriel qui veut s'investir là, là, on va s'asseoir. Négocier. On va s'asseoir pour maintenant mettre les coûts d'accompagnement et tout. Mais pour le moment, comme dans les villages là-bas, vous savez, souvent, comme elles ont leur connaissance, comme je l'ai dit, souvent elles ne prennent pas comme ça. Moi, je suis allée en Bois-Tabac, là où nous étions partis avec Julie. Oui, on va prendre cet élément-là tout à l'heure. Avec ce moment-là, on a fait le foufou. Et puis, moi, je leur ai montré comment moi, je vais sécher les miens. Il dit, hey, beba, j'ai mis le manioc avec un crapaud noir. Et le lendemain, ils ont trouvé que mon foufou était séché plus rapidement. Or, quand le foufou sèche rapidement, vous évitez les aflatoxines. Le foufou de la RDC ne va jamais traverser, même le Rwanda ici en face, même le Congo-Brazza. Ne dites pas jamais, maman. Avec cette méthode non, que vous actuellement, il ne peut pas traverser officiellement comme marchandise, parce que quand on va faire les tests d'aflatoxines, on va trouver les aflatoxines. Vous voyez? Maintenant, quand les femmes là ont fait, ils ont séché leur manioc, et ils ont trouvé, maintenant ils ont appelé mon histoire là Ekaoussa.
Quand tu dis là-bas au plateau, tu dis tout le monde sait qu'est-ce que ça Alors, signifie. avant de poursuivre avec vous, on va prendre cet élément des Bointaba ou le cercle Sophie Kanza. Vous faites partie de ce cercle, Oui, qui sont je des suis femmes. la secrétaire générale. Tout à fait. Les femmes professeurs sont parties justement avec leurs connaissances pour pouvoir aider les femmes maraîchères de Bointaba à pouvoir mieux exploiter leur manioc. Et c'était justement il y a quelques années, mais nous y revenons pour montrer l'importance de la science dans l'entrepreneuriat féminin, et c'est ce qui va nous permettre justement de nous développer rapidement. Nous sommes à Bointaba, sur la route de Kikwit, un village dont le sol peut donner d'abondantes récoltes, telles que les témoignent les habitants au regard des résultats de travaux de terre. Les femmes professeurs d'université réunies au sein du cercle Sophie Kanza ont choisi d'aller vers la réalité de la femme rurale, puiser de la matière et étoffer davantage leur plaidoyer. Il apparaît clairement que le manioc reste le principal produit de l'agriculture. Celles qui s'y adonnent peuvent se réjouir de ne pas manquer du travail, car le manioc et ses dérivés demeurent l'aliment de base dans ce coin et à travers tout le pays. Si j'étale mon manioc sous un soleil accablant, ça peut sécher au bout de 3 jours et le 4e jour, il est prêt, comme celui-ci. Mais si le soleil ne donne pas suffisamment de rayons, le foufou prend un peu plus de temps, 5 à 6 jours. Après, je les mets dans le sac et je vais les vendre. Mais le prix dépend du marché. Ça varie entre 30 et 50 000 francs. Travail jadis destiné aux femmes, mais les hommes ne s'y appliquent que pour de fins de commerce. En tout cas, on peut la domaine sur la plateau de Bateke. Ça, c'est notre travail au quotidien. Tous nous exploitons le manioc. Il génère de recettes. Nous pouvons subvenir à nos besoins. Nous le proposons sous différentes formes. De nos jours, il n'y a plus que les femmes. Les hommes aussi sont entrés en danse. Quelle que soit la générosité de la terre, la plus grande difficulté à Bointaba demeure l'accès à l'eau. Les habitants, mais plus les femmes, sont contraints à la marche de Titan pour atteindre la source. Et pour le cercle Sophie Kanza, il fallait vivre ce calvaire pour proposer des solutions adéquates. L'autonomisation de la femme rurale, c'est tout ce qu'on doit mettre ensemble, l'intelligence, les moyens et les projets qui peuvent l'amener à aller de l'avant. Parce qu'elle travaille beaucoup avec des méthodes très précaires, rudimentaires, dans des conditions très difficiles. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Comment parler du développement de la femme sans entraide sociale? Ici, la paresse chez la femme n'est pas possible, car chacune est soumise au seul mécanisme de survie, alors que le monde parle de l'autonomisation de la femme rurale, d'où des défis à relever. Les pourcentages est des 34% pour les femmes chercheurs en Afrique. On a cité beaucoup de pays, le Cap-Vert, 52% des femmes sont chercheurs, 47% en Tunisie, 40% en Afrique du Sud. Il y a la Guinée, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas la RDC. Non, la RDC, je peux dire que on est, en tout cas, on est autour de 10% des femmes. 10 à 15%. Des femmes chercheurs. Oui, parce que j'imagine quand nous sommes sortis là, le cercle Sophie Kanza, alors qu'il y avait 1400 professeurs. Femmes? Non, il y en avait 22 seulement. 22 femmes. Qui étaient professeurs à ce temps-là. Maintenant, il y a eu d'autres défenses. Et ça évolue de plus en plus. Oui, ça évolue. Je crois qu'on peut être. Il faudra élargir aussi le cercle aux autres nouveaux membres. En principe, chacun qui s'inscrit, on peut avoir une soixantaine peut-être de femmes, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on ait atteint ou dépassé 100. Alors, aujourd'hui, il y a quand même le secteur agriculture qui n'est pas industrialisé comme il se doit.
J'ai vu que nous ne sommes qu'à 4% dans le secteur industriel de manière générale pour toute la République démocratique du Congo. S'il faut parler de l'agri-business ou l'agriculture industrielle, ça devient encore plus compliqué. Est-ce que vous pensez que dans les jours à venir, on peut renverser la donne, justement? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont maraîchères, mais les font de manière artisanale, c'est encore un problème. Oui, ça dépendra de la politique du gouvernement. Parce que, vous savez, si d'autres pays aujourd'hui, ils se sont développés, c'est parce qu'ils ont intégré la recherche scientifique dans le développement de tous les secteurs. Mais ici, chez nous, lorsqu'on parle de l'agriculture, effectivement, vous allez voir que tout le monde parle des maladies des plantes, des rendements au champ, la quantité de manioc. Et pire encore, les agriculteurs ne connaissent même pas comment évaluer leur production. Aujourd'hui, je parlais avec une femme qui m'a appelé. Elle a un champ, si je peux acheter le manioc, ainsi de suite. Moi, je lui ai dit, tu as quel espace? Ça, elle connaît. Parce que pour louer un tracteur, et c'est pourquoi vous voyez que même dans la politique du gouvernement, la première chose qu'ils ont acheté, même sans se rendre compte de là où on va labourer, c'était les tracteurs. Et quand ils les ont achetés, ils se sont partagés, tout en ignorant que la paysanne aussi en a besoin. Il dit, les tracteurs. Et nous avons un tracteur, nous avons 19 hectares. Moi, je dis, vous récoltez combien par hectare? Ah, ça il faut que je demande aux petits qui travaillent avec nous. Et j'ai dit, bon, quelles sont les variétés de manioc que vous avez cultivées? Vous amenez de la science dans cette non, mais c'est important. Parce qu'aujourd'hui, le manioc, vous voyez le manioc. Quand je veux faire le foufou, j'ai besoin de manioc qui donne beaucoup d'amidon. C'est-à-dire un rendement compris entre 35 et 30 et 40% pour les variétés que nous avons actuellement. J'ai cultivé du manioc dans le temps avec une variété là qui vous amène jusqu'à 15% de rendement. Ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Tout à si fait. vous voulez produire de l'amidon, il y a des maniocs aujourd'hui qui sont riches en amidon. Donc, il faut connaître quelle variété il faut planter pour devenir vraiment véritable. La recherche scientifique intervient à tous les niveaux. Oui, et maintenant, quand on va transformer, vous allez utiliser quelle technique? Quels sont les produits de manioc que vous voulez donner? Pour chaque variété de manioc, il faut qu'on arrive à déterminer. La RDC, c'était le plus grand producteur de manioc dans le continent. Aujourd'hui, il n'a pas réduit. Au contraire, il y en a beaucoup d'agriculteurs, même ceux qui ne savent pas exploiter. Avec l'arrivée des tracteurs, tout le monde a des espaces de manioc cultivés. Mais seulement, la RDC n'a pas développé la partie de l'industrie. C'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, le manioc est appelé or blanc par les autres. Le manioc, il y a des industries qui s'installent dans les pays, même des industries mobiles. Et la première question qu'on me pose est toujours, quelle est la capacité de production de la RDC? J'ai circulé depuis 2-3 mois en train de chercher cette donne-là. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore. Difficile de réunir Personne ne sait. les données. Manioc et bimaki est belé. Quand on prend le mbad ici, c'est mbad. Toi, tu prends un mbad, tu le soulèves. Quand tu le sens, et côtier. Mais c'est par rapport à ton poids. Si moi, je prends le mbad, mon mbad va peser plus que le tien. Si le jeune homme prend le mbad, ça sera encore plus. Son mbad va peser encore plus. Et moi, je montre à ces mamans-là que faudrait normaliser. Quand vous avez le mbad ici, moi, je prends votre mbad à 40 000 francs. De ce mbad-là, moi, j'en sors 150 000 francs. Vous voyez? Maintenant, tu prends l'évaluation de la quantité, de la qualité, qui part depuis les variétés de manioc. Et puis, je vais maintenant, là où j'ajoute vraiment la science, la détoxification. Donc, l'élimination des cyanures. Je fais la quantité, je calcule quelle est la quantité d'eau qu'il faut ajouter dans ces bacs pour qu'il y ait... Alors, tout ça réuni, notre pays vraiment peut devenir un grenier du monde, comme la FAO l'a dit un jour, mais à une seule condition, qu'on intègre les scientifiques. On espère bien. Et qu'on considère que l'agriculture n'est pas un problème de l'agronome seul.
C'est comme aujourd'hui, en médecine, on a compris, par exemple, que le sida n'est pas un problème du médecin. Non. On a compris que beaucoup de maladies qu'on a ne sont pas les problèmes des médecins. Aujourd'hui, le cause n'est pas un problème de médecin. Mais le cause, c'est un problème du biologiste que je suis, des biotechnologistes que je suis. C'est un problème de la société. C'est un problème économique. Et c'est un problème aussi des connaissances en nutrition. On espère que la politique générale du pays prendra en compte toutes ces suggestions pour pouvoir faire évoluer le secteur agricole de notre pays, parce que ça fait partie des socles de développement d'un pays. On espère bien que la recherche scientifique aussi sera prise en compte pour cette... Il paraît que même les ministres, quand on vous nomme à la recherche scientifique, c'est qu'on ne vous aime pas. C'est ce qu'on nous dit. Vous êtes dans un garage presque. Oui, parce que c'est un secteur qui ne vit pas. Parce que c'est notre partenaire. Lui aussi doit avoir un ministre au poste. Bon, donner lui-même la recherche scientifique. C'est un secteur qui ne vit pas encore. Alors que c'est le secteur ou le ministère clé pour le développement. Évidemment, quand ça arrive là-bas aussi, quand ils voient les fonds de recherche ou quoi, ça devient le frais de fonctionnement. On va finir notre émission. Madame professeure Marie-Claire Yanjou, on a parlé de manière générale de l'apport de la recherche scientifique pour le développement de l'entrepreneuriat féminin et pour les développements propres même de la femme elle-même. En conclusion, un mot de votre part. Le mot, c'est que j'encourage les femmes et toutes les femmes, jeunes filles ou femmes, c'est à faire des carrières scientifiques pour qu'on puisse vraiment développer ce pays. 52% des femmes, s'il y en avait même 40 dans le domaine des sciences, ce pays peut être développé en un rien de temps. Et aussi que les décideurs puissent donner à la recherche scientifique sa place pour le développement. Sinon, on va continuer à bricoler et on n'avancera pas. J'ai pris aussi du goût. Je crois que dans les jours à venir, je vais me lancer aussi dans la recherche scientifique. Ça dépendra peut-être seulement dans mon domaine de communication ou je vais choisir autre chose. Et madame, monsieur, surtout... Avant de couper, je vais vous dire le domaine de communication. L'insalubrité qu'il y a à Kinshasa, c'est le manque de communication, d'intégration de la femme par la communication. On arrête là. Vous avez tiré sur nous? On va développer. Non, c'est le programme. Le programme qui a fait l'insalubrité n'a pas intégré la femme qui pourtant est la première productrice. Donc, si c'est pollueur ou quoi de la ville. Tout à fait. Parce que 75% des déchets qu'on trouve dans les décharges sont d'origine ménagère. Et c'est la femme qui produit Et parmi ces déchets-là, 75 à 80% sont biodégradables. Si les femmes savaient qu'au niveau des ménages, que les feuilles de légumes là qu'il a enlevé, les feuilles de matembele et tout, enfouies dans un trou, un petit trou aujourd'hui, au bout d'une semaine, ça peut devenir des fumiers. Des engrais, oui. Placés dans un petit pot tout autour de la maison, des petits pots, des seaux en plastique, des boîtes de lait qu'on a ramassées. On aurait moins de déchets dans la ville. Ça fait même la sécurité alimentaire du ménage parce qu'on peut cueillir les épinards dans les pots ou dans les sacs. Hein? Et avoir moins de problèmes de nutrition. Exactement. Si elle savait qu'en trouant la boîte de conserve, il empêche les moustiques de se développer, de déposer leurs œufs là-bas pour faire des larves dans les boîtes, et que ça réduirait la malaria, la femme aurait fait ça. Si la femme savait que les caniveaux ne sont pas des dépotoirs, des poubelles ouvertes, et que la malaria qui est dans sa maison provient de ce qu'elle a jeté dans les caniveaux en face,
les femmes n'auraient plus. Et ce qu'on demanderait aux femmes, c'est le tri des déchets. L'on vous remercie également pour cette belle leçon hein, qui va certainement servir aux femmes à pouvoir davantage apprendre tous les jours sur leur environnement. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui pour ce numéro de votre magazine Femmes. L'on vous retrouve certainement le vendredi prochain avec un nouvel invité sur ce plateau, avec un nouveau thème pour apprendre davantage. Au revoir. Merci.